Chapitre 2. La Marguerite nouvelle. Au premier palier, la Sorelli se heurta au comte de Chagny qui montait. Le comte, ordinairement si calme, montrait une grande exaltation. « J'allais chez vous, » fit le comte en saluant la jeune femme de façon fort galante. « Ah, Sorelli, quelle belle soirée! Et Christine Daae, quel triomphe! »« Pas possible, » protesta Meg Jarry. « Il y a 6 mois, elle chantait comme un clou. »« Mais laissez-nous passer, mon cher comte, » fit la gamine avec une révérence mutine. « Nous allons aux nouvelles d'un pauvre homme que l'on a trouvé pendu. » À ce moment passait, affairé, l'administrateur, qui s'arrêta brusquement en entendant le propos. « Comment? Vous savez déjà cela, mesdemoiselles ?» fit-il d'un ton assez rude. « Eh bien, n'en parlez point, et surtout que même ça, Debienne et Poligny n'en soient pas informés. Ça leur ferait trop de peine pour leurs derniers jours. » Tout le monde s'enfuit vers le foyer de la danse, qui était déjà envahi. Le comte de Chagny avait raison. Jamais gala ne fut comparable à celui-là. Les privilégiés qui y assistèrent en parlent encore à leurs enfants et petits-enfants avec un souvenir ému. Songez donc que Gounod, Reyer, Saint-Saëns, Massenet, Guiraud, Delibes montèrent à tour de rôle au pupitre du chef d'orchestre et dirigèrent eux-mêmes l'exécution de leurs œuvres. Ils eurent, entre autres interprètes, Faure et Lacrosse. Et c'est ce soir-là que se révéla au tout Paris stupéfait et enivré cette Christine Daae dont je veux, dans cet ouvrage, faire connaître le mystérieux destin. Gounod avait fait exécuter la marche funèbre d'une marionnette, Reyer, sa belle ouverture de Sigurd, Saint-Saëns, la danse macabre et une rêverie orientale, Massenet, une marche hongroise inédite, Guiraud, son carnaval, Delibes, la valse lente de Sylvia et des pizzicati de Coppelia. Malcroce et Denise Bloch avaient chanté, la première, le boléro des vêpres siciliennes, la seconde, le brindisi de Lucrèce Borgia. Mais tout le triomphe avait été pour Christine Daae, qui s'était fait entendre d'abord dans quelques passages de Roméo et Juliette. C'était la première fois que la jeune artiste chantait cette œuvre de Gounod, qui, du reste, n'avait pas encore été transportée à l'opéra, et que l'opéra-comique venait de reprendre longtemps après qu'elle eût été créée à l'ancien théâtre lyrique par Madame Carvalho. Ah! Il faut plaindre ceux qui n'ont point entendu Christine Daae dans ce rôle de Juliette, qui n'ont point connu sa grâce naïve, qui n'ont point tressailli aux accents de sa voix séraphique, qui n'ont point senti s'envoler leur âme avec son âme au-dessus des tombeaux des amants de Vérone. Seigneur, 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 pardonnez-nous. Eh bien, tout cela n'était encore rien à côté des accents surhumains qu'elle fit entendre dans l'acte de la prison et le trio final de Faust, qu'elle chanta en remplacement de la Carlotta, indisposée. On n'avait jamais entendu, jamais vu ça. Ça, c'était la Marguerite nouvelle que révélait la Daae, une Marguerite d'une splendeur, d'un rayonnement encore insoupçonné. La salle tout entière avait salué des 1000 clameurs de son inénarrable émoi, Christine qui sanglotait et qui défaillait entre les bras de ses camarades. On dut la transporter dans sa loge. Elle semblait avoir rendu l'âme. Le grand critique Petsonville fixa le souvenir inoubliable de cette minute merveilleuse dans une chronique qu'il intitula justement « La Marguerite nouvelle ». Comme un grand artiste qu'il était, il découvrait simplement que cette belle et douce enfant avait apporté ce soir-là, sur les planches de l'opéra, un peu plus que son art, c'est-à-dire son cœur. Aucun des amis de l'opéra n'ignorait que le cœur de Christine était resté pur comme à 15 ans, et Petsonville déclarait que pour comprendre ce qui venait d'arriver à Daae, il était dans la nécessité d'imaginer qu'elle venait d'aimer pour la première fois. « Je suis peut-être indiscret, » ajoutait-il, « mais l'amour seul est capable d'accomplir un pareil miracle, une aussi foudroyante transformation. » Nous avons entendu, il y a 2 ans, Christine Daae dans son concours du conservatoire, et elle nous avait donné un espoir charmant. D'où vient le sublime d'aujourd'hui?
S'il ne descend point du ciel sur les ailes de l'amour, il me faudra penser qu'il monte de l'enfer, et que Christine, comme le maître chanteur Ofterdingen, a passé un pacte avec le diable. Qui n'a pas entendu Christine chanter le trio final de Faust ne connaît pas Faust. L'exaltation de la voix et l'ivresse sacrée d'une âme pure ne sauraient aller au-delà. Cependant, quelques abonnés protestaient. Comment avait-on pu leur dissimuler si longtemps un pareil trésor? Christine Daae avait été jusqu'alors un si bel convenable auprès de cette Marguerite, un peu trop splendidement matérielle qu'était la Carlotta. Et il avait fallu l'absence incompréhensible et inexcusable de la Carlotta à cette soirée de gala pour qu'au pied levé la petite Daae pût donner toute sa mesure dans une partie du programme réservé à la diva espagnole. Enfin, comment, privés de Carlotta, et même sur Debienne et Poligny, s'étaient-ils adressés à la Daae? Ils connaissaient donc son génie caché, et s'ils le connaissaient, pourquoi le cachaient-ils? Et elle, pourquoi le cachait-elle? Chose bizarre, on ne lui connaissait point de professeur actuel. Elle avait déclaré à plusieurs reprises que désormais, elle travaillerait toute seule. Tout cela était bien inexplicable. Le comte de Chagny avait assisté, debout dans sa loge, à ce délire et s'y était mêlé par ses bravos éclatants. Le comte de Chagny, Philippe Georges Marie, avait alors exactement 41 ans. C'était un grand seigneur et un bel homme. D'une taille au-dessus de la moyenne, d'un visage agréable, malgré le front dur et des yeux un peu froids, il était d'une politesse raffinée avec les femmes et un peu hautain avec les hommes, qui ne lui pardonnaient pas toujours ses succès dans le monde. Il avait un cœur excellent et une honnête conscience. Par la mort du vieux comte Philibert, il était devenu le chef d'une des plus illustres et des plus antiques familles de France, dont les quartiers de noblesse remontaient à Louis le Hutin. La fortune des Chagny était considérable, et quand le vieux comte, qui était veuf, mourut, ce ne fut point une mince besogne pour Philippe que celle qu'il dut accepter de gérer un aussi lourd patrimoine. Ses deux sœurs et son frère Raoul ne voulurent point entendre parler de partage, et ils restèrent dans l'indivision, s'en remettant de tout à Philippe, comme si le droit d'aînesse n'avait point cessé d'exister. Quand les deux sœurs se marièrent, le même jour, elles reprirent leur part des mains de leur frère, non point comme une chose leur appartenant, mais comme une dot dont elles lui exprimèrent leur reconnaissance. La comtesse de Chagny, née de Maurogis de la Martinière, était morte en donnant le jour à Raoul, né 20 ans après son frère aîné. Quand le vieux comte était mort, Raoul avait 12 ans. Philippe s'occupa activement de l'éducation de l'enfant. Il fut admirablement secondé dans cette tâche par ses sœurs d'abord, et puis par une vieille tante, veuve du marin, qui habitait Brest, et qui donna au jeune Raoul le goût des choses de la mer. Le jeune homme entra au Borda, en sortit dans les premiers numéros et accomplit tranquillement son tour du monde. Grâce à de puissants appuis, il venait d'être désigné pour faire partie de l'expédition officielle du Requin, qui avait mission de rechercher dans les glaces du pôle les survivants de l'expédition du Dartois, dont on n'avait pas de nouvelles depuis 3 ans. En attendant, il jouissait d'un long congé qui ne devait prendre fin que dans 6 mois, et les douairières du noble faubourg, en voyant cet enfant joli qui paraissait si fragile, le plaignaient déjà des rudes travaux qui l'attendaient. La timidité de ce marin, je serais presque tentée de dire, son innocence était remarquable. Il semblait être sorti la veille de la main des femmes. De fait, choyé par ses deux sœurs et par sa vieille tante, il avait gardé de cette éducation purement féminine des manières presque candides, empreintes d'un charme que rien, jusqu'alors, n'avait pu ternir. À cette époque, il avait un peu plus de 21 ans et en paraissait 18. Il avait une petite moustache blonde, de beaux yeux bleus et un teint de fille. Philippe gâtait beaucoup Raoul. D'abord, il en était très fier
et prévoyait avec joie une carrière glorieuse pour son cadet dans cette marine où l'un de leurs ancêtres, le fameux Chagny de la Roche, avait tenu rang d'amiral. Il profitait du congé du jeune homme pour lui montrer Paris, que celui-ci ignorait à peu près dans ce qu'il peut offrir de joie luxueuse et de plaisir artistique. Le comte estimait qu'à l'âge de Raoul, trop de sagesse n'est plus tout à fait sage. C'était un caractère fort bien équilibré, que celui de Philippe, pondéré dans ses travaux comme dans ses plaisirs, toujours d'une tenue parfaite, incapable de montrer à son frère un méchant exemple. Il l'emmena partout avec lui. Il lui fit même connaître le foyer de la danse. Je sais bien que l'on racontait que le comte était du dernier bien avec la Sorelli. Mais quoi? Pouvait-on faire un crime à ce gentilhomme, resté célibataire, et qui, par conséquent, avait bien des loisirs devant lui, surtout depuis que ses sœurs étaient établies, de venir passer 1 heure ou 2 après son dîner dans la compagnie d'une danseuse qui, évidemment, n'était point très naouéfoua, très spirituelle, mais qui avait les plus jolis yeux du monde. Et puis, il y a des endroits où un vrai Parisien, quand il tient le rang du comte de Chagny, doit se montrer, et à cette époque, le foyer de la danse de l'opéra était un de ces endroits-là. Enfin, peut-être Philippe n'eût-il pas conduit son frère dans les coulisses de l'Académie nationale de musique si celui-ci n'avait été le premier, à plusieurs reprises, à le lui demander avec une douce obstination dont le comte devait se souvenir plus tard. Philippe, après avoir applaudi ce soir-là la Daae, s'était tourné du côté de Raoul et l'avait vu si pâle qu'il en avait été effrayé. « Vous ne voyez donc point, avait dit Raoul, que cette femme se trouve mal ?» En effet, sur la scène, on devait soutenir Christine Daae. « C'est toi qui vas défaillir, » fit le comte en se penchant vers Raoul. « Qu'as-tu donc ?» Mais Raoul était déjà debout. « Allons, dit-il, la voix frémissante. »« Où veux-tu aller, Raoul ?» interrogea le comte, étonné de l'émotion dans laquelle il trouvait son cadet. « Mais allons voir. C'est la première fois qu'elle chante comme ça. » Le comte fixa curieusement son frère et un léger sourire vint s'inscrire au coin de sa lèvre amusée. « Bah !» Et il ajouta tout de suite « Allons, allons !» Il avait l'air enchanté. Ils furent bientôt à l'entrée des abandonnés, qui étaient fort encombrés. En attendant qu'il pût pénétrer sur la scène, Raoul déchirait ses gants d'un geste inconscient. Philippe, qui était bon, ne se moqua point de son impatience. Mais il était renseigné. Il savait maintenant pourquoi Raoul était distrait quand il lui parlait, et aussi pourquoi il semblait prendre un si vif plaisir à ramener tous les sujets de conversation sur l'opéra. Ils pénétrèrent sur le plateau. Une foule d'habits noirs se pressait vers le foyer de la danse ou se dirigeait vers les loges des artistes. Aux cris des machinistes se mêlaient les allocutions véhémentes des chefs de service. Les figurants du dernier tableau qui s'en vont, les marcheuses qui vous bousculent, un portant qui passe, une toile de fond qui descend du cintre, un praticable qu'on assujettit à grands coups de marteau, l'éternelle place au théâtre, qui retentit à vos oreilles comme la menace de quelque catastrophe nouvelle pour votre huître-reflet ou d'un renfoncement solide pour vos reins, tel est l'événement habituel des entr'actes qui ne manque jamais de troubler un novice, comme le jeune homme à la petite moustache blonde, aux yeux bleus et au teint de fille, qui traversait, aussi vite que l'encombrement le lui permettait, cette scène sur laquelle Christine Daae venait de triompher et sous laquelle Joseph Buquet venait de mourir. Ce soir-là, la confusion n'avait jamais été plus complète, mais Raoul n'avait jamais été moins timide. Il écartait d'une épaule solide tout ce qui lui faisait obstacle, ne s'occupant point de ce qui se disait autour de lui, n'essayant point de comprendre les propos effarés des machinistes. Il était uniquement préoccupé du désir de voir celle dont la voix magique lui avait arraché le cœur. Oui, il sentait bien que son pauvre cœur tout neuf ne lui appartenait plus. Il avait bien essayé de le défendre depuis le jour où Christine,
qu'il avait connue toute petite, lui était réapparue. Il avait ressenti en face d'elle une émotion très douce qu'il avait voulu chasser, à la réflexion, car il s'était juré, tant il avait le respect de lui-même et de sa foi, de n'aimer que celle qui serait sa femme, et il ne pouvait, une seconde, naturellement, songer à épouser une chanteuse. Mais voilà qu'à l'émotion très douce avait succédé une sensation atroce. Sensation? Sentiment? Il y avait là-dedans du physique et du moral. Sa poitrine lui faisait mal, comme si on la lui avait ouverte pour lui prendre le cœur. Il sentait là un creux affreux, un vide réel qui ne pourrait jamais plus être rempli que par le cœur de l'autre. Ce sont là des événements d'une psychologie particulière qui, paraît-il, ne peuvent être compris que de ceux qui ont été frappés par l'amour de ce coup étrange appelé, dans le langage courant, coup de foudre. Le comte Philippe avait peine à le suivre. Il continuait de sourire. Au fond de la scène, passait la double porte qui s'ouvre sur les degrés qui conduisent au foyer et sur ceux qui mènent aux loges de gauche du rez-de-chaussée, Raoul dut s'arrêter devant la petite troupe de rats qui, descendus à l'instant de leur grenier, encombrait le passage dans lequel il voulait s'engager. Plus d'un mot plaisant lui fut décoché par de petites lèvres fardées auxquelles il ne répondit point. Enfin, il put passer et s'enfonça dans l'ombre d'un corridor tout bruyant des exclamations que faisaient entendre d'enthousiastes admirateurs. Un nom couvrait toutes les rumeurs. « Dae! Dae !» Le comte, derrière Raoul, se disait « Le coquin connaît le chemin » et il se demandait comment il l'avait appris. Jamais il n'avait conduit lui-même Raoul chez Christine. Il faut croire que celui-ci y était allé tout seul, pendant que le comte restait à l'ordinaire à bavarder au foyer avec la Sorelli, qui le priait souvent de demeurer près d'elle jusqu'au moment où elle entrait en scène, et qui avait parfois cette manie tyrannique de lui donner à garder les petites guêtres avec lesquelles elle descendait de sa loge, et dont elle garantissait le lustre de ses souliers de satin et la netteté de son maillot cher. La Sorelli avait une excuse. Elle avait perdu sa mère. Le comte, remettant à quelques minutes la visite qu'il devait à la Sorelli, suivait donc la galerie qui conduisait chez la Daae et constatait que ce corridor n'avait jamais été aussi fréquenté que ce soir, où tout le théâtre semblait bouleversé du succès de l'artiste et aussi de son évanouissement. Car la belle enfant n'avait pas encore repris connaissance, et on était allé chercher le docteur du théâtre, qui arriva sur ses entrefaites, bousculant les groupes et suivi de près par Raoul, qui lui marchait sur les talons. Ainsi, le médecin et l'amoureux se trouvèrent dans le même moment aux côtés de Christine, qui reçut les premiers soins de l'un et ouvrit les yeux dans les bras de l'autre. Le comte était resté, avec beaucoup d'autres, sur le seuil de la porte devant laquelle on s'étouffait. « Ne trouvez-vous point, docteur, que ces messieurs devraient dégager un peu la loge ?» demanda Raoul avec une incroyable audace. « On ne peut plus respirer ici. »« Mais vous avez parfaitement raison, » acquiesça le docteur, et il mit tout le monde à la porte, à l'exception de Raoul et de la femme de chambre. Celle-ci regardait Raoul avec des yeux agrandis par le plus sincère ahurissement. Elle ne l'avait jamais vu. Elle n'osa pas toutefois le questionner. Et le docteur s'imagina que si le jeune homme agissait ainsi, c'était évidemment parce qu'il en avait le droit. Si bien que le vicomte resta dans cette loge à contempler la Daae renaissant à la vie, pendant que les deux directeurs, Messieurs Debienne et Poligny eux-mêmes, qui étaient venus pour exprimer leur admiration à leur pensionnaire, étaient refoulés dans le couloir avec des habits noirs. Le comte de Chagny, rejeté comme les autres dans le corridor, riait aux éclats. « Ah, le coquin! Ah, le coquin !» Et il ajoutait un péto. « Fiez-vous donc à ces jouvenceaux qui prennent des airs de petite fille. » Il était radieux. Il conclut « C'est un Chagny !» Et il se dirigea vers la loge de la Sorelli. Mais celle-ci descendait au foyer avec son petit troupeau tremblant de peur,
et le comte la rencontra en chemin, comme il a été dit. Dans la loge, Christine Daae avait poussé un profond soupir, auquel avait répondu un gémissement. Elle tourna la tête, vit Raoul et tressaillit. Elle regarda le docteur, auquel elle sourit, puis sa femme de chambre, puis encore Raoul. « Monsieur » demanda-t-elle à ce dernier, d'une voix qui n'était encore qu'un souffle. « Qui êtes-vous ?»« Mademoiselle » répondit le jeune homme, qui mit un genou en terre et déposa un ardent baiser sur la main de la diva. « Mademoiselle, je suis le petit enfant qui est allé ramasser votre écharpe dans la mer. » Christine regarda encore le docteur et la femme de chambre, et tous trois se mirent à rire. Raoul se releva très rouge. « Mademoiselle, puisqu'il vous plaît de ne point me reconnaître, je voudrais vous dire quelque chose en particulier, quelque chose de très important. Quand j'irai mieux, monsieur, voulez-vous » Et sa voix tremblait. « Vous êtes très gentille, mais il faut vous en aller, » ajouta le docteur avec son plus aimable sourire. « Laissez-moi soigner, mademoiselle. »« Je ne suis pas malade, » fit tout à coup Christine avec une énergie aussi étrange qu'inattendue. Et elle se leva en se passant d'un geste rapide une main sur les paupières. « Je vous remercie, docteur. J'ai besoin de rester seule. Allez-vous-en tous. Je vous en prie. Laissez-moi. Je suis très nerveuse ce soir. » Le médecin voulut faire entendre quelques protestations, mais devant l'agitation de la jeune femme, il estima que le meilleur remède à un pareil état consistait à ne point la contrarier. Et il s'en alla avec Raoul, qui se trouva dans le couloir très désemparé. Le docteur lui dit « Je ne la reconnais plus ce soir. » Elle, ordinairement si douce. Et il le quitta. Raoul restait seul. Toute cette partie du théâtre était déserte maintenant. On devait procéder à la cérémonie d'adieu, au foyer de la danse. Raoul pensa que la Daae s'y rendrait peut-être, et il attendit dans la solitude et le silence. Il se dissimula même dans l'ombre propice d'un coin de porte. Il avait toujours cette affreuse douleur à la place du cœur. Et c'était de cela qu'il voulait parler à la Daae, sans retard. Soudain, la loge s'ouvrit, et il vit la soubrette qui s'en allait toute seule, emportant des paquets. Il l'arrêta au passage et lui demanda des nouvelles de sa maîtresse. Elle lui répondit en riant que celle-ci allait tout à fait bien, mais qu'il ne fallait point la déranger parce qu'elle désirait rester seule. Et elle se sauva. Une idée traversa la cervelle embrasée de Raoul. Évidemment, la Daae voulait rester seule pour lui. Ne lui avait-il point dit qu'il désirait l'entretenir particulièrement? Et n'était-ce point là la raison pour laquelle elle avait fait le vide autour d'elle? Respirant à peine, il se rapprocha de sa loge, et l'oreille penchée contre la porte pour entendre ce qu'on allait lui répondre, il se disposa à frapper. Mais sa main retomba. Il venait de percevoir, dans la loge, une voix d'homme qui disait sur une intonation singulièrement autoritaire « Christine, il faut m'aimer ». Et la voix de Christine, douloureuse, que l'on devinait accompagnée de larmes, une voix tremblante, répondait « Comment pouvez-vous me dire cela? Moi qui ne chante que pour vous. » Raoul s'appuya au panneau, tant il souffrait. Son cœur, qu'il croyait parti pour toujours, était revenu dans sa poitrine et lui donnait des coups retentissants. Tout le couloir en résonnait et les oreilles de Raoul en étaient comme assourdies. Sûrement, si son cœur continuait à faire autant de tapage, on allait l'entendre. On allait ouvrir la porte et le jeune homme serait honteusement chassé. Quelle position pour un chagny! Écoutez derrière une porte. Il prit son cœur à deux mains pour le faire taire. Mais un cœur, ce n'est point la gueule d'un chien, et même quand on tient la gueule d'un chien à deux mains, un chien qui aboie insupportablement, on l'entend gronder toujours. La voix d'homme reprit. « Vous devez être bien fatigué? Oh, ce soir, je vous ai donné mon âme et je suis morte. Ton âme est bien belle, mon enfant, reprit la voix grave homme, et je te remercie. Il n'y a point d'empereur qui ait reçu un pareil cadeau. Les anges ont pleuré ce soir. » Après ces mots,
Les anges ont pleuré ce soir, le vicomte n'entendit plus rien. Cependant, il ne s'en alla point, mais, comme il craignait d'être surpris, il se rejeta dans son coin d'ombre, décidé à attendre là que l'homme quittât la loge. À la même heure, il venait d'apprendre l'amour et la haine. Il savait qu'il aimait. Il voulait connaître qui il haïssait. À sa grande stupéfaction, la porte s'ouvrit et Christine Daae, enveloppée de fourrure et la figure cachée sous une dentelle, sortit seule. Elle referma la porte, mais Raoul observa qu'elle ne la refermait point à clé. Elle passa. Il ne la suivit même point des yeux, car ses yeux étaient sur la porte qui ne se rouvrait pas. Alors, le couloir étant à nouveau désert, il le traversa. Il ouvrit la porte de la loge et la referma aussitôt derrière lui. Il se trouvait dans la plus opaque obscurité. On avait éteint le gaz. « Il y a quelqu'un ici ?» fit Raoul d'une voix vibrante. « Pourquoi se cache-t-il » Et ce disant, il s'appuyait toujours du dos à la porte close. La nuit et le silence. Raoul n'entendait que le bruit de sa propre respiration. Il ne se rendait certainement point compte que l'indiscrétion de sa conduite dépassait tout ce que l'on pouvait imaginer. « Vous ne sortirez d'ici que lorsque je le permettrai, » s'écria le jeune homme. « Si vous ne me répondez pas, vous êtes un lâche! Mais je saurai bien vous démasquer. » Et il fit craquer son allumette. La flamme éclaira la loge. Il n'y avait personne dans la loge. Raoul, après avoir pris soin de fermer la porte à clé, alluma les globes, les lampes. Il pénétra dans le cabinet de toilette, ouvrit les armoires, chercha, tâta de ses mains moites les murs. Rien. « Ah ça, dit-il tout haut, est-ce que je deviens fou ?» Il resta ainsi 10 minutes, à écouter le sifflement du gaz dans la paix de cette loge abandonnée. Amoureux, il ne songea même point à dérober un ruban qui lui eût apporté le parfum de celle qu'il aimait. Il sortit, ne sachant plus ce qu'il faisait, ni où il allait. À un moment de son incohérente déambulation, un air glacé vint le frapper au visage. Il se trouvait au bas d'un étroit escalier que descendait derrière lui un cortège d'ouvriers penchés sur une espèce de brancard que recouvrait un linge blanc. « La sortie, s'il vous plaît » fit-il à l'un de ses hommes. « Vous voyez bien. » En face de vous, lui fit-il répondu. « La porte est ouverte, mais laissez-nous passer. » Il demanda machinalement en montrant le brancard. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» L'ouvrier répondit. « Ça, c'est Joseph Buquet que l'on a trouvé pendu dans le 3e dessous, entre un portant et un décor du roi de Lahore. » Il s'effaça devant le cortège, salua et sortit.